Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un monarque souverain. Dans cette vidéo, je parlerai de François Ier, comment il est devenu le souverain le plus puissant de France et le plus influent dans la Renaissance. Nous nous étions arrêtés il y a déjà un mois de cela sur les temps modernes. Nous allons passer à la Renaissance, puis au Moyen-Âge, puis au commencement de notre monde. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que je me suis absenté pendant un mois. J'avais besoin d'une pause et là j'ai préparé d'autres vidéos et nous partirons tout d'abord sur François Ier. François Ier, comme tous les monarques, a été un monarque très influent, mais il n'a jamais été destiné à la couronne. Sa mère, Louise de Savoie, soigne pourtant son éducation. Elle lui enseigne l'italien et engage des précepteurs, en gros des professeurs, pour lui et sa sœur Marguerite. François curieux, il adore les romans de chevalerie et l'histoire de Rome, et des Romains particulièrement. Il dessine et écrit des poèmes. Finalement, le roi Louis XII va mourir sans laisser d'héritier mâle. C'est François Ier qui va lui succéder le 1er janvier 1515 et il va devenir un monarque très très influent. Mais tout d'abord, après son règne, un monarque ne devient pas du jour au lendemain influent. Il doit en imposer dès le début de son règne. C'est pour cela qu'il va conquérir des territoires. Après son extraordinaire sacre, François Ier va partir conquérir le royaume de Naples et le royaume du duché de Milan. Il remporte des batailles, dont celle de Marignan, mais il se heurte à Charles Quint, qui rêve aussi de conquérir l'Italie. 4 autres guerres vont se succéder. Et au final, François Ier est fait prisonnier à Pavie en 1525. Il est libéré contre une rançon. Les guerres d'Italie se terminent enfin en 1559, après sa mort. Après, bien sûr, sa mort, je parle de François Ier, excusez-moi, je reste toujours dans la dynamique de la dynastie des Bourbons du 18e, mais nous sommes au 17e, excusez-moi. La question qu'on doit se poser et que vous devriez vous poser, c'est qui est Charles Quint? C'est le souverain le plus important d'Europe. Il règne sur l'Espagne, la Sicile, les Pays-Bas, la Bourgogne, l'actuelle Franche-Comté, l'Autriche. C'est en 1959, il est élu empereur de Saint-Empire romain germanique. En gros, il est maître de l'Empire allemand. En gros. Un mécène curieux. Il est très curieux, François Ier, parce que, au final, lors de ces guerres en Italie, François Ier découvre de nouvelles idées de la Renaissance, ainsi que de l'art grec et les Romains dont il s'inspire les artistes italiens. Il rapporte en France de nombreux tableaux de maîtres. Il invite plusieurs d'entre eux et leur offre des présents et un soutien financier. Il offre ce soutien financier à des grandes personnes qui aujourd'hui sont célèbres, dont Léonard de Vinci, la primatrice, le Rousseau. Même si vous connaissez bien Léonard de Vinci, on dit, et ce sont des rumeurs qui ont été confirmées, Léonard de Vinci, le protégé de François Ier. On raconte, une petite aparté, que François Ier a été le premier à être au courant de la mort de Léonard de Vinci par le messager de Léonard de Vinci, car on se rappelle que Léonard va s'installer au manoir de Clouissé, qui se trouve juste à côté d'Amboise, la résidence du roi de France, François Ier. Et il y a un passage secret qui fait que les deux demeures ont été rejoints et que le messager va vite apprendre la nouvelle à François Ier. Jusqu'à sa mort, 3 ans plus tard. Il va rester que 3 ans en France, en fait. Vu que, au final, il va venir à 64 ans et il va mourir à 67 ans. C'est dommage. Mais c'est une bonne espérance de vie pour son époque. Hein. Rappelons-le, voilà.
Vous devez reconnaître le château. Moi, je le reconnais, je l'ai personnellement visité. Ce château est Chambord, bien évidemment. Il est spécifique parce qu'il possède un double escalier qui se rencontre jamais. Il n'a été qu'habité près de, il me semble, 175 jours. Et encore, il me semble que c'est plus, voilà. Mais ce château a pris des années de chez années, il me semble 30 ans de vie, oui, il me semble, pratiquement près de 30 ans de vie, de construction. Je ferai une vidéo sur ça, bien évidemment, vu que les châteaux de France me semblent très importants. Et je rebondis sur ça pour vous dire que c'était un roi bâtisseur. François se passionne pour l'architecture, des beaux bâtiments à son effigie, et il trouve que ces bâtiments sont sa puissance. Il charge donc les artistes italiens et les rénovations de ses résidences. Bois, Fontainebleau, Amboise, il fait construire Chambord. Eh bien oui, c'est lui qui va construire Chambord. Vous devez vous demander comment, même si vous n'êtes pas historien, même si vous êtes comme moi passionné d'histoire, vous devriez vous poser la question, connaître comment on reconnaît le style de la Renaissance, de ces châteaux. Eh bien tout simplement parce que le château de la Renaissance possède des façades percées, de grandes fenêtres et ornées de sculptures et de moulures. Les toits s'ornent de cheminées, de tourelles ou de lucarnes. À l'intérieur, des galeries et les appartements décorés de manière affinée avec des panneaux peints. Et bien voilà, nous avons fini cette époque qui pour moi était impartiale. Pour commencer la Renaissance, il faut commencer par le début. Et bien évidemment, une nouvelle époque. C'est la Renaissance. Cette nouvelle époque est une époque nouvelle. Du XVe siècle au XVIe siècle, la découverte de l'Antiquité, des grandes explorations et les progrès scientifiques bouleversent les croyances et la manière de voir le monde. Partie d'Italie, cette Renaissance gagne la France grâce à un certain François Ier. Bien qu'il ait joué un rôle primordial dans la Renaissance, elle a bien commencé en Italie. Et qui vient d'Italie? Eh bien, notre célèbre Léonard de Vinci. C'est lui qui va être un fondateur de la Renaissance. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Un souffle nouveau venu d'Italie. Un souffle nouveau venu d'Italie, pourquoi? La Renaissance naît au XVIe siècle à Florence. Cette riche cité italienne est dirigée par les Médicis, dont Catherine de Médicis. Une famille de marchands et de banquiers. Les Médicis sont des mécènes. Ils encouragent et financent les arts et les lettres. Savants et philosophes fréquentent leurs cours et participent au renouvellement des idées. Ils vont renouveler la société de l'Italie, la société du XVIe siècle. Pardonnez-moi, c'est que tout ce qui est époque, je vous avouerai, j'ai beau me passionner pour l'histoire, l'époque n'est pas mon truc, hein, je vous avouerai. Mais bon, on fait avec. Donc, tout de suite, nous allons partir à la mode antique. Les artistes ne s'inspirent plus seulement de Bible. Ils cherchent de nouvelles idées dans l'art, dans la philosophie et la mythologie des anciens Grecs et Romains. Les hommes de lettres étudient et traduisent les textes anciens, écrits en grec ou en hébreu. Ce travail donne connaissance à un courant de pensée. L'humanisme, pour les humanistes, l'être humain a de la valeur. Il est intelligent de mériter d'être éduqué. Les plus importants d'entre eux sont les Italiens Dante et Pétrarque, de Hollandais Erasme, et le Français Guillaume Béduet, l'homme à l'origine de la Bibliothèque nationale de France. Tous ces hommes, tous ceux dont je viens de vous citer, ont fait les fondements de notre société. Grâce à l'Italie, grâce à François Ier, et les écrivains français de la Renaissance ont été aussi importants. Je peux vous citer François Rabelais,
Clément Marot, Pierre de Ronsard et Jasmine du Bellay sont les plus connus. Rabelais est prêtre, médecin et écrivain. Il critique beaucoup l'Église. Ses livres les plus célèbres sont Pantagruel et Gragunta. Matro, Ronsard et du Bellay sont les plus grands poètes français du XVIe siècle. Marot s'intéresse au protestantisme, au au protestantisme, voire Ronsard et du Bellay inventent de nouvelles manières d'écrire des poèmes et défendent la langue française. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'actualité, on a des petits problèmes avec l'anglais qui est en train de s'introduire dans notre langue. Des réformes importantes vont avoir lieu en 1539. François Ier signe l'ordonnance de Villiers-Correctresse. Ce texte de loi impose deux nouvelles règles très importantes. Les juges, les notaires et les officiers royaux devront rédiger des actes administratifs en français et non en latin ou en langue locale. Les prêtres devront tenir un registre de naissance. C'est le but de l'état civil. François Ier demande aussi aux imprimeurs et aux libraires de déposer à la librairie du château de Blois un exemplaire de tous les ouvrages paraissant dans le royaume. Ces premières collections appartiennent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Pour faire de trois petits repères, en 1434, Gutenberg perfectionne l'imprimerie. Octobre 1942, Christophe Colomb découvre l'Amérique du Nord. 12 septembre 1924, naissance de François Ier. Mai 1948, Vasco de Gama découvre le chemin vers l'Inde par la mer. Septembre 1513, découverte de l'océan Pacifique par Balboa, Septembre 1522, l'expédition de Magellan achève son tour du monde. 1534, le premier voyage de Jacques Cartier au Canada. 31 mars 1545, mort de François Ier. Mars 1565, les Portugais fondent Rio de Janeiro au Brésil. Toutes ces dates, nous allons les voir. Donc là, nous avons vu septembre 1994, la naissance de François Ier et la mort, bien évidemment, de François Ier le 31 mars 1547. Nous allons nous intéresser aux progrès techniques et scientifiques. Tout simplement parce que ces progrès vont révolutionner les grandes découvertes qui vont venir bientôt. D'importantes découvertes changent la manière de voir le monde. L'astronomie Nicolas Copernic comprend que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil et non le contraire. Le médecin André Vessal améliore les connaissances du corps humain grâce à la dissection. Ambroise Paré invente de nouveaux instruments chirurgicaux et met au point la ligature des veines et des artères. La construction navale progresse aussi. Les bateaux plus solides permettent d'explorer le monde plus loin, plus vite, plus fort. Les connaissances géographiques ainsi que la cartographie s'améliorent avec de nouveaux instruments. Des artistes inventent de nouvelles peintures à huile qui sèchent moins vite et permet de travailler plus précisément. Au final, tous ces progrès vont vers les nouvelles découvertes. Nous partirons la semaine prochaine vers Christophe Colomb en 1492. Puis Vasco de Gama. Et oui. Et enfin, nous irons avec l'expédition de Magellan, le tour du monde, et Jacques Cartier. Jacques Cartier, pour ceux qui s'y intéressent énormément, à Saint-Malo, il y a effectivement les vestiges de Jacques Cartier. Il y a le port où il a commencé. J'ai moi-même fait la visite.
Elle est extrêmement jolie. Il y a aussi la tombe avec le reste de corps de Jacques Cartier. Mais passons. Nous allons maintenant nous intéresser à des souverains soucieux. Curieux, je veux dire, excusez-moi, soucieux. Ils sont soucieux de bien faire par la curiosité au final. Parce qu'ils vont découvrir bien des choses. Ces découvertes et ces innovations, comme je vous le disais, excitent la curiosité des souverains. Ils se mettent en collectionner et à étudier toutes sortes d'objets exotiques, de plantes et d'animaux rares ou inconnus. Ces collections sont rassemblées dans les cabinets de curiosité, les ancêtres de nos musées. Les collectionneurs constituent aussi de vastes bibliothèques en achetant ou en faisant traduire des manuscrits anciens. Ce faisant, ces hommes améliorant leur connaissance du monde et contribuent à diffuser le savoir. Donc, et là, nous avons l'image la plus célèbre, les Européens à la découverte du monde. Mais oui, cette image, vous allez souvent la voir dans mes vidéos, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est l'image la plus célèbre, parce que ça représente bien la découverte, les grandes découvertes. À partir du XVe siècle, les Européens se lancent à la découverte du monde. Les Portugais s'installent les premiers comptoirs commerciaux en Afrique puis en Asie, après Vasco de Gama qui a réalisé le premier aller-retour par la mer jusqu'en Inde. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. À sa suite, les Espagnols colonisent peu à peu l'Amérique du Sud, tandis que l'expédition Magellan boucle le premier tour du monde. Vous devez bien vous accrocher parce que tout ce que je viens de vous dire nous résumeront les 2 prochains mois de mes vidéos. Parce que nous nous sommes intéressés au XVIIe siècle, XVIe siècle, XVe siècle, la Renaissance, car ça va être les grandes expéditions, les grandes découvertes. Je vous ai dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je ne serais pas si sûr. Si vous étiez un minimum intéressé à l'histoire, si vous êtes en 4e ou en 5e, vous sauriez que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il n'a que découvert une petite île parmi plein d'îles en Amérique. Donc nous partirons la semaine prochaine à sa découverte. Je vous avais dit aussi en 1434 Gutenberg perfectionne l'imprimerie. Eh bien oui, Johann Gutenberg, un orfèvre allemand, perfectionne la technique d'imprimerie. Il crée des lettres et des signes de ponctuation de plomb. Ces caractères typographiques sont mobiles. On peut les fixer sur un cadre dans l'ordre qu'on veut et les réutiliser. Cela signifie qu'on peut composer n'importe quel texte et le reproduire autant de fois que nécessaire. C'est ainsi qu'est née l'imprimerie moderne. Cette invention va permettre de diffuser des idées de la Renaissance à un large public. C'est une révolution. Au Moyen-Âge, les livres étaient écrits à la main par des moines. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'être écrits. Donc 1434, c'est Gutenberg. Automne 1492, on va partir à la découverte de Christophe Colomb à l'Amérique du Nord. Et oui, je vous mettrai cette carte plus tard, cette carte, ces repères. Donc nous partons en Amérique pour la semaine prochaine. Voilà. Ah oui, j'allais oublier aussi, Christophe Colomb n'a pas pu y aller tout seul. Hein. Nous allons nous intéresser à une caravelle, un navire taillé pour aller loin, vite, rapide. Navire facile à manœuvrer, il a été inventé par le Portugais au début du XVe siècle. Ses hauts bords permettent d'affronter les mers et les mers les plus houleuses. Salut à tous et voilà, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
sur Christophe Colomb. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le like et à toutes. Bisous.